Comment est-ce qu'on passe du simple comptage de mots à la compréhension vraiment profonde d'un texte? Eh bien, c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle l'analyse de contenu qualitative. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'évolution fascinante de cette méthode qui a complètement changé notre manière de trouver du sens dans le monde qui nous entoure. En fait, tout part de cette différence fondamentale. D'un côté, on a l'approche quantitative, on compte, on mesure, on met en chiffres. De l'autre, l'approche qualitative. Là, on cherche à interpréter l'intention, l'émotion, le contexte. C'est toute la différence entre savoir combien de fois le mot « amour » est écrit dans une lettre et comprendre si cette lettre est vraiment sincère. Alors pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. Notre histoire commence au milieu du XXe siècle, une époque où l'on était presque obsédé par l'objectivité. Pour analyser les médias, il n'y avait qu'une seule règle. Si ça ne peut pas être compté, ça ne compte pas. L'idée, c'était vraiment de transformer la communication en purs chiffres. Et voici les deux architectes de cette vision, Harold Lasswell et Bernard Berelson. Pour eux, l'analyse de contenu, ça devait être une science dure. Fini les interprétations subjectives, leur but c'était de créer une méthode rigoureuse, presque mathématique, pour disséquer les médias. Une logique purement quantitative. Et voilà la définition qui résume parfaitement cette idée. Le mot-clé à retenir ici, c'est « manifeste ». On ne s'intéressait qu'à la partie visible de l'iceberg, ce qui est dit explicitement. C'était super pour savoir combien de fois un politicien parlait d'économie, oui, mais c'était totalement incapable de détecter s'il le faisait avec ironie, avec sarcasme ou avec une vraie sincérité. Toutes les nuances, hop, elles passent à la trappe. Sauf que voilà, dans les années 70, ces certitudes commencent à se fissurer. Des chercheurs se posent la question « et si les chiffres nous faisaient passer à côté de l'essentiel ?» C'est une vraie crise qui remet en cause cette approche qu'on dit positiviste, cette idée que seule la donnée quantifiable est une vérité scientifique. Au cœur de cette petite révolution, il y a un nom à retenir, Klaus Krippendorff. Avec lui, il ne s'agit plus de mesurer le contenu, mais de construire du sens. C'est un changement de paradigme total. L'analyste n'est plus un simple compteur, il devient un interprète. Le contexte devient roi et les chiffres ne sont plus que des indices parmi d'autres. Le truc, c'est que cette nouvelle liberté d'interprétation, elle posait un risque, celui de l'anarchie, où chacun interprète un peu comme il veut. Et c'est là qu'intervient Philipp Mayring. Sa mission, créer un système, une méthode rigoureuse pour encadrer cette nouvelle approche qualitative. Et ce que Mayring propose, c'est un vrai coup de génie. C'est un peu comme devenir un détective. L'induction, c'est laisser les indices, donc les données, nous guider pour construire une théorie au lieu d'arriver avec une théorie toute faite. Mais, et c'est ça qui est crucial, il le fait de manière systématique, avec des règles claires, pour que l'enquête soit rigoureuse. Le but ultime, trouver le sens latent, ce qui n'est pas dit, mais qui est pourtant là, caché entre les lignes. D'ailleurs, cette idée de laisser les données parler, elle ne sort pas de nulle part. Elle est directement inspirée de ce qu'on appelle la théorie ancrée. L'image est simple, mais elle est très puissante. Les théories ne sont pas des cadres rigides qu'on vient plaquer sur la réalité. Non, elles doivent pousser à partir du sol fertile des données elles-mêmes, un peu comme ces fleurs. Allez, on fait un bond en avant et on arrive au XXIe siècle. Forcément, le monde a changé. Les données, ce ne sont plus seulement des textes imprimés, mais des tweets, des vidéos YouTube, des mèmes. Il fallait absolument que la méthode évolue pour rester pertinente. Et c'est Marlène Schreier qui va être la grande modernisatrice de la méthode. Son obsession, la rendre accessible, transparente et flexible. Elle a renforcé les règles pour que tout le processus soit super clair et vérifiable, tout en l'ouvrant à de nouveaux domaines, de la psychologie au marketing. En somme, elle a transformé une méthode un peu experte en un outil robuste que plein de chercheurs pouvaient enfin s'approprier. Et tout ce parcours nous amène à aujourd'hui. Dans un monde qui est littéralement inondé de données, de conversations en ligne, d'images, de vidéos, comment une méthode qui a déjà plusieurs décennies peut-elle encore nous aider à y voir plus clair ? Eh bien, sa pertinence n'a jamais été aussi grande. L'ACQ nous permet de donner un sens aux discussions sur les forums, bien sûr, mais aussi d'analyser ce contenu qu'on appelle multimodal. Pensez à une publication Instagram, par exemple, on a une image, une légende, des hashtags, des commentaires. C'est justement cette capacité à gérer la complexité qui rend cette méthode indispensable aujourd'hui. Voilà, cette frise, elle résume parfaitement le voyage qu'on vient de faire. On est parti d'une technique de comptage presque mécanique pour arriver à une méthode d'interprétation sophistiquée. C'est vraiment l'histoire d'une quête intellectuelle, la quête pour ne plus seulement voir les mots, mais pour comprendre en profondeur ce qu'ils veulent vraiment dire. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question finale, une question profondément actuelle. À une époque où une intelligence artificielle peut analyser des milliards de mots en quelques secondes, qu'est-ce que ça signifie vraiment de comprendre ? La distinction entre le calcul et l'interprétation humaine, c'est peut-être la question la plus importante de notre temps.